Bonsoir à tous. Ils font partie de notre environnement urbain, de grands immeubles construits entre 1950 et 1980 où le béton prédomine. Ils sont les témoins d'un courant architectural que l'on appelle le brutalisme. C'est une architecture un peu mal aimée aujourd'hui, loin de faire l'unanimité. Et pourtant, ce soir, avec nos invités, ces bâtiments, on va les regarder d'un autre œil. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Pierrick de Stex. Bonsoir, vous êtes architecte et vous êtes à l'initiative d'un livre sur le courant brutaliste en Belgique. J'ai le plaisir d'accueillir aussi Jassane Djigou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne de l'art et vous êtes une des co-autrices de ce livre Brutalisme in Belgium. Alors, pour montrer ce que c'est qu'une œuvre brutaliste, je vous propose tout de suite de découvrir une photo. C'est la photo d'une piscine. C'est la piscine de Molenbeek. Voilà, on la voit maintenant sur l'écran. Alors, Pierrick, juste une question. S'il fallait résumer en quelques mots le brutalisme, vous diriez quoi? Alors, je dirais matière brute, premièrement. C'est une des principales caractéristiques. En Belgique, c'est surtout le béton et la brique. En Angleterre, ça peut être différent. Notre caractéristique latine, c'est le béton. Donc ça, c'est une première chose. Et peut-être une deuxième chose, une lisibilité claire de la structure à l'extérieur. Ouais. Et c'est un courant qui a vraiment été assez prolifique. Il y a eu énormément de bâtiments brutalistes. Pas énormément. Donc il survient juste après la Seconde Guerre mondiale. Et il est le plus prolifique dans les années 60 jusqu'aux années 70 et était surtout utilisé pour asseoir une image forte à des bâtiments publics en Belgique. Oui, alors Jassane Djigou, je parlais dans mon introduction d'architecture mal aimée. Vous pensez que c'est encore le cas aujourd'hui? Oui, je crois que c'est encore le cas. Le public a quand même toujours un plaisir à découvrir peut-être un patrimoine un petit peu plus caché, je dirais, donc peut-être moins direct dans sa matérialité. Le béton brut, voilà, il y a le nom brut aussi dedans, effectivement, dans brutalisme aussi. Donc il y a effectivement une forme de recul, je crois, de la part du public, même si ça commence à changer. Ça commence à changer parce qu'on voit de plus en plus ces bâtiments aussi sur les réseaux sociaux, etc. C'est presque comme des sculptures. Donc voilà, notre regard évolue, mais on est loin de tous adopter le brutalisme. Alors la piscine de Molenbeek, c'est 1969, c'est Raoul Brunswick et Odon Watley. On voit effectivement ces volumes de béton armé. Alors on voit une piscine, on voit souvent de grands immeubles de bureaux. C'est essentiellement du bâtiment public, du bâtiment de bureau en architecture brutaliste. Alors bâtiment public, effectivement, sauf exception. Et je pense notamment à Julian Lampens qui a fait une architecture de bunker, on peut appeler ça comme ça, pour des commandes privées. Donc c'est des résidences et qui sont toujours très très singulières. Oui, alors on parle du béton, c'est vraiment là, c'est la période d'or du béton pendant ces années 50-80. Oui, oui, complètement. Bon, le béton, on n'en est pas à ses débuts. À ce moment-là, on est vraiment dans un exercice courant, on va dire. On le maîtrise aussi. Le béton, il apparaît après la Première Guerre mondiale. C'est là où on va vraiment commencer à l'utiliser. Mais là, oui, c'est vraiment la matière première des lieux. Et c'est pour ça qu'on a notamment tous ces grands bâtiments qui vont naître grâce au béton. Alors, on va le voir, un autre bâtiment, maintenant que vous connaissez, vous êtes sans doute passé devant, c'est sûr et certain, c'est le Pacheco 44, c'est l'ancien siège du Crédit communal, une construction de Marcel Lambrix au boulevard Pacheco. C'est occupé aujourd'hui par la Banque Belfius et ça doit devenir un centre pour étudiants. Vous diriez quoi sur ce bâtiment, Jassane Djigou ? Là, on est vraiment pleinement dans ce type de grands bâtiments brutalistes, avec notamment, on voit les encadrements des fenêtres qui est assez particulier. Donc cet habillage comme ça de béton architectonique, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans différents bâtiments à Bruxelles. Celui-ci en fait partie. Voilà, c'est vraiment l'expression du béton dès sa façade, avec cet habillage comme ça, cette structure, ce maillage. Oui. Vous avez l'impression que c'est aussi une architecture mal aimée parce que c'est peut-être, on l'associe à la bruxellisation et à la destruction d'énormément de choses. Bien sûr, on a toute cette frilosité en effet, parce qu'on est dans une période où on a détruit des bâtiments plus anciens pour faire place à ces grands ensembles qui marquent aussi une forme d'autorité, puisque ce sont des grands bâtiments qui représentent le pouvoir pour la plupart du temps.
Et voilà, c'est pas quelque chose qui nous attire à la base. Donc oui, et puis ce sont des géants aussi. C'est vraiment très marquant dans l'espace public. Donc parfois, on peut se sentir vraiment tout petit devant ces grands géants de béton. Ouais, alors Pierre-Yves de Steeg, donc vous êtes un jeune architecte. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, dans la jeune génération, il y a plus d'attention par rapport aux qualités de ces bâtiments? Alors je ne dirais pas plus d'attention parce que personnellement je trouve ces bâtiments extrêmement qualitatifs. On parlait que ce sont des bâtiments mal aimés, mais je pense aussi que c'est de l'état dans lequel ils sont. Et c'est pour ça que ce livre arrive à un bon moment, puisque c'est un moment croisière, un petit peu déterminant dans leur vie, puisque certains ne sont pas encore transformés. Ils sont toujours laissés dans un état brut et ils ont pour la plupart besoin d'un bon rafraîchissement. Donc je pense que l'image négative ou connotée de ces bâtiments peut aussi venir de cet aspect dans leur jus. Oui, alors qu'est-ce qui vous attire, vous, dans cette architecture? Alors je pense que ce qui m'attire, c'est leur force visuelle, mais aussi la simplicité avec laquelle ils sont réalisés. Donc pour la plupart, le brutalisme, en tout cas dans les exemples les plus prolifiques, c'est une architecture monolithique, c'est-à-dire de monomure, donc une paroi coulée en place ou préfabriquée qui réalise façade, structure et finition intérieure. Dans l'architecture aujourd'hui, on est dans une addition de couches. Évidemment, on doit répondre à des normes énergétiques et ce qui engendre des constructions qui sont extrêmement complexes et difficiles à réaliser. Oui, et donc ce sont des bâtiments qui ont plutôt bien ou plutôt mal vieilli selon vous? Alors ça dépend des exemples. On sait que le béton a plusieurs maladies et souvent ce sont les mêmes, notamment au niveau des armatures. Maintenant, quand on voit des exemples à Bruxelles, je trouve que pour des bâtiments qui sont érigés, donc encore une fois, entre 1960 et 1970, ils ont extrêmement bien vieilli et ont subi peu d'altérations. Oui, alors on voit souvent, et c'est le cas ici, une espèce de double pot avec effectivement des fenêtres et puis ces parois de béton qui contournent, qui entourent le bâtiment. C'est vraiment typique de ce courant architectural. Oui, c'est en tout cas une des parties de ce courant architectural, puisque tous les bâtiments brutalistes ne sont pas comme cela, mais il y a effectivement toute une série de bâtiments brutalistes qui sont exécutés de cette façon-là, avec ce maillage, ce béton architectonique, voilà, qui ceint vraiment le bâtiment, en effet. C'est un peu comme un épiderme, en fait, de béton. Oui, alors vous parliez de bâtiments imposants, souvent de commandes publiques. C'était quoi à l'époque? C'était pour asseoir l'image d'une entreprise, l'image de la puissance publique? Tout à fait, c'est vraiment cela. Donc il y a effectivement un grand message de puissance en fait avec ces bâtiments, ces grands bâtiments monumentaux de béton. Et ça permettait d'affirmer en effet soit effectivement un siège social d'entreprise ou bien un pouvoir, celui qui est représenté par ce bâtiment. Et voilà, c'est effectivement une architecture très parlante en fait et avec un message clair en fait. Alors on va voir un autre bâtiment, si vous le voulez bien. Alors c'est le bâtiment Brown Boveri, c'est une entreprise suisse, ça ne vous dira rien, mais si vous voyez l'image, vous reconnaissez peut-être ce bâtiment de la rue de Staël à Uccle. C'est un bâtiment qui appartient aujourd'hui à la Croix-Rouge et donc c'est l'architecte Paul Collier qui a réalisé ce bâtiment. Alors on le voit là, c'est vrai que certains nous diront rien que le terme brutaliste, c'est pas forcément synonyme d'élégance. On le voit. Vous inscrivez en faux par rapport à cette affirmation. Brutaliste, ça ne veut pas dire que c'est pas élégant. On le voit d'ailleurs avec ce bâtiment-là. Oui, c'est vrai qu'on associe brutalisme à la brutalité. Alors moi, je préfère prendre le contre-pied et plutôt l'associer par exemple à un diamant brut. Diamant brut, ça veut dire qu'il n'est pas altéré par d'autres matières. Ici, c'est le cas avec le béton, donc on a quelque chose qu'on peut appeler pur. Oui, un bâtiment pur et on le voit à nouveau, il y a une recherche en particulier quand on travaille le rez-de-chaussée du bâtiment avec ses piliers, on va le voir sur les photos si on le remontre, c'est aussi caractéristique finalement de ce type de bâtiment. Oui, alors ça, cette construction sur piliers, sur pilotis comme ça, c'est pas nouveau, hein, ça va être vraiment apporté dès les années 20 par Le Corbusier en fait, hein, qui va surélever les bâtiments
sur des piliers porteurs comme ceci. Mais c'est quelque chose, un vocabulaire qui va continuer dans le temps, en effet, jusque ces constructions brutalistes et même au-delà. Ouais, et il y a la volonté de vraiment travailler le rez-de-chaussée de manière particulière. Oui, les rez-de-chaussée, c'est là où on accueille aussi, hein, où on accueille le public, les gens qui doivent nous rendre visite. Donc, on a une surface qui est en général relativement vitrée aussi, qui nous permet de pouvoir être amené à y rentrer, nous appeler un petit peu. Et effectivement, on a un traitement différent du rez-de-chaussée que du reste des étages en général. Oui, alors on va voir un autre bâtiment. Là, on retourne au centre-ville, pas tellement loin finalement du boulevard Pacheco. C'est à la rue du Marais. C'est un bâtiment de la CGER, c'est le CGER Buildings. Aujourd'hui, c'est un bâtiment de BNP Paribas Fortis. Alors là, on le voit, hein, aussi un bâtiment de Marcel Landbrix, là vraiment caractéristique de cette double peau finalement du bâtiment, Jacinthe Gigot. Tout à fait. Et alors, ça permet aussi une répétition sérielle comme ça, hein, d'un motif, ce qui en fait vraiment quelque chose d'esthétique. Ça montre aussi une des particularités majeures du béton, c'est que c'est avant tout une matière liquide. Et donc, on peut lui donner finalement la forme que l'on veut. Et donc, ça apparaît bien ici, dans cette forme, cette espèce de petit triangle comme ça, coulant. Et on montre la nature du béton, en fait, par cette forme qui est ensuite multipliée à l'infini et qui peut donner aussi des formats de ruches parfois. Et voilà. Oui, alors ça, ce sont des photos que j'ai été prendre ce matin. Et ce qui m'intéressait en prenant ces photos, c'est de montrer que ça, c'était un bâtiment qui, justement, est en transformation aujourd'hui. Et on ne l'a pas détruit, en fait. Donc, on voit qu'on garde cette enceinte en béton, enfin, ce Y inversé en béton. Voilà, c'est un des exemples positifs pour l'architecture brutaliste. Alors, ce n'est pas 100% des cas qui ont justement le potentiel d'un avenir. Et on a des cas de démolition, malheureusement. Et je pense notamment au choix de la couverture, qui est le bâtiment du CA à Namur, dessiné par Léon Steylen et Paul Demeyer, qui, lui, va être démoli, malgré toutes ses qualités. Ouais, qui est effectivement dans votre livre, c'est pas tellement loin de la gare de Namur pour ceux qui connaissent ce bâtiment. Mais vous me disiez, ce sont des bâtiments qui peuvent être malades à certains moments, avoir certaines maladies. Quels sont les périls les plus importants pour ce type de bâtiment? Alors le danger, c'est quand le béton se fissure et que l'armature est mise à nu, ce qui va engendrer toutes sortes de problèmes, notamment de par l'acidité du fer sur le béton. Et donc, ce sont des éléments qui peuvent être facilement repérés et facilement guéris, sauf que cela demande un travail, évidemment, de repérage et des sous pour les rénover. Oui, alors c'est vraiment la toute-puissance du béton dans ces années-là, 50, 60, l'après-guerre? Oui. Pardon. Oui, c'est la toute-puissance du béton, en effet. C'est une période aussi, on est vraiment dans la période de consommation, hein. On est au lendemain de la Première Guerre mondiale, on est dans les 30 Glorieuses. C'est aussi synonyme de croissance, hein, finalement. Et donc, construire aussi avec cette matière-là, c'est aussi un emblème de la croissance, en fait, hein, également, je crois. Oui, donc c'est les années de grande consommation. Et là, on le voit, en fait, on est dans un quartier historique, rue du Marais. Il y a beaucoup de bâtiments, effectivement, anciens. À cette époque-là, on n'a pas du tout peur de l'architecture de rupture, hein, par rapport à ce qui existe. Non, exactement. C'est ça qui fait que le brutalisme ne laisse pas indifférent. C'est parce qu'il est clairement en rupture avec son contexte urbain. C'est ça qui fait aussi qu'il a une image très forte par rapport aux autres bâtiments. Ouais, ça veut dire que ces bâtiments-là, dès qu'ils sont construits, et même avant leur construction, il y a souvent des polémiques sur ce qu'ils entraînent comme destruction? Oui, bien sûr. Et puis, il y a aussi le geste esthétique, effectivement. C'était un geste nouveau auquel on n'est pas habitué. Donc, à la fois, on retire quelque chose qui est existant et en plus, on met quelque chose qui peut apparaître comme un coup de poing, on peut dire, hein, parfois. Et comme tout ce qui est nouveau, on met toujours un certain temps pour s'y adapter également. Et aujourd'hui, quel regard on porte sur cette architecture, vous qui êtes historienne de l'art? Alors,
c'est assez partagé. Je crois qu'il y a vraiment des fervents défenseurs du béton, dont nous faisons partie. Et voilà, et d'essayer justement de valoriser ce patrimoine. Il y en a qui sont beaucoup plus attachés à des styles antérieurs. Mais je pense qu'une des choses fondamentales par rapport à ce regard-là, c'est surtout la manière dont on le présente. Et il faut dire que jusque maintenant, il existe peu d'outils de diffusion de ce patrimoine récent, contrairement à la période Art Nouveau et Art Déco qui est assez bien présentée, que ce soit par des visites guidées ou par des publications. Là, le brutalisme, on en parle très peu. Et c'est d'ailleurs, ce livre est le premier ouvrage sur ce thème en Belgique. Oui, alors justement, on vous a interrogé quand vous avez annoncé ce projet en disant je vais m'intéresser à ça. Est-ce que des réactions du type mais pourquoi, à quoi ça sert, quel est l'intérêt, ce sont des réactions que vous avez eues? Alors, je n'ai pas eu d'affrontements aussi frontaux que ça. Plutôt une anecdote, c'est quand on prend des photographies, par exemple dans Bruxelles, et qu'on est sous le drap, parce que tout est réalisé à argentique, en chambre technique. Donc on est sous un drap pour pouvoir faire la mise au point, pour faire la composition. Je peux voir dans mon dépoli les gens qui s'arrêtent et qui se retournent et qui essayent de voir ce que je prends en photo. Et souvent j'ai constaté l'étonnement ou des gens qui sont perplexes et qui se demandent pourquoi on photographie ça. Ouais, alors il y a un bâtiment en tout cas qui fait l'unanimité et on parlera de la définition. Est-ce que la définition de brutalisme s'applique à ce bâtiment? C'est le bâtiment CBR, chaussée de la Hulpe. Alors c'est un bâtiment qui a été réalisé par Constantin Brodsky. Et quand il a été à vendre, il y a quelques années, on avait rencontré Constantin Brodsky qui à l'époque s'inquiétait beaucoup de l'avenir de ce bâtiment. Je vous propose de revoir une partie de ce reportage que l'on avait réalisé en 2018. Dans sa maison de Linkebeek, Constantin Brodsky garde précieusement un bout de maquette de l'immeuble qu'il a construit pour la cimenterie CBR à Boisfort. Avec son ami Thierry Bélanger, passionné par le design du XXe siècle, il se souvient de sa construction. Donc il n'y a pas une ligne droite, il n'y a pas un plan droit là-dedans. Tout est mobile, quoi. Le bâtiment construit en 1967 est aujourd'hui à vendre. Le voir disparaître n'est pas une option pour l'architecte. Ce n'est pas une crainte, c'est un feu d'artifice d'imbécilité, disons. Donc ça va être détruit en 5 minutes, quoi, quand il sera acheté. Thierry Bélanger est persuadé que l'inscription du bâtiment CBR sur la liste de sauvegarde va protéger le savoir-faire de Brodsky, un talent reconnu internationalement. Aujourd'hui, si CBR est sur la liste de sauvegarde, c'est pas parce que j'ai fait l'exposition, mais quelque part, on a montré que ce béton était important, que Constantin est quand même le plus grand préfabricateur de sa génération. Mais les deux hommes en conviennent. La technique et l'esthétique de ce béton blanc moulé ne suffit pas. Pour que l'immeuble reste un bureau performant, il faut le faire évoluer. Alors Jacinthe Gigoux, on le voit, Constantin Brodsky à l'époque, il ne croit pas du tout qu'on va garder son bâtiment. En effet. Et fort heureusement, on l'a gardé. On l'a gardé et je crois que c'est un bâtiment que tous les Bruxellois connaissent. On passe devant, il est toujours aussi sculptural et il a gardé toute sa superbe en fait. Ce bâtiment n'a pas vieilli d'une ride. Ouais, mais vous vous interrogez sur est-ce que c'est un bâtiment brutaliste? Selon vous, il y a débat. Il y a débat, voilà, exactement. Et pourquoi, selon vous? Expliquez-nous. Alors, le brutalisme, comme on l'a expliqué, c'est vraiment laisser apparaître la matière brute. Ici, on est dans un discours qui est beaucoup plus raffiné, en fait. On a un bâtiment voilà, qui ne présente pas ces matières brutes comme on peut l'avoir sur d'autres exemples. Moi, je le classe plutôt dans le modernisme tardif, donc vraiment la deuxième phase du modernisme. Et en tout cas, voilà, c'est un bâtiment qui a vraiment son impact dans cette période de l'architecture et qui a même été présenté, c'est le seul bâtiment belge qui a été présenté aux États-Unis dans une exposition en 1980 que Marcel Breuer avait curatée. Et il avait choisi l'unique bâtiment
belge, c'était celui-ci, pour parler vraiment de la modernité en architecture. Oui, alors dans l'inventaire du patrimoine architectural, j'ai été voir, il est dans la définition, c'est brutalisme. Vous, en tout cas, vous vouliez qu'il soit dans votre livre. Alors pourquoi l'avoir choisi dans la sélection? C'est parce que d'un point de vue rayonnement international, si vous questionnez international, le brutalisme belge, c'est quoi? C'est un exemple qui revient à chaque fois. Donc au final, c'est un exemple brutaliste belge le plus connu dans le monde entier. Et donc, même si les définitions varient, et même si on peut le définir en tant que brutaliste ou moderniste, à savoir les termes qu'on utilise, il n'en est pas moins un des exemples les plus connus à l'international. Oui, alors là, celui-ci, donc, il a été sauvé, il a été rénové, restauré, il a gardé finalement ses caractéristiques. Vous le disiez, le plus compliqué finalement, c'est de faire une restauration qui respecte le bâtiment. C'est possible aujourd'hui pour un architecte de restaurer, améliorer l'efficacité énergétique sans dénaturer? Alors c'est possible, en tout cas c'est toujours un challenge, et je pense que c'est un travail unique qui doit se faire bâtiment par bâtiment. Donc il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de choses préconçues, c'est un auteur de projet qui doit se pencher sur la question, qui doit connaître le bâtiment, l'analyser, et de par l'ensemble des paramètres qu'il arrive à mettre en avant, s'en servir pour créer un projet qui va arriver à un bâtiment énergétiquement positif. Oui, parce que finalement, vous dites, le brutalisme, c'est le béton. Qu'on ne voit plus ce béton, ça n'a plus aucun sens, en fait, dans un projet de rénovation. Bien sûr, c'est ça. Il faut pouvoir... c'est toujours la difficulté de la restauration du patrimoine, c'est voilà, comment préserver les éléments présents et tout en pouvant aussi les amener à un confort et à des normes de vie contemporaines. C'est vraiment... C'est toujours un peu en flux tendu, finalement. Allez, on voit un dernier bâtiment qui est dans votre livre, c'est au boulevard du Souverain. Et ça va rappeler d'ailleurs les bâtiments de Constantin Brodsky. Et ce n'est pas étonnant puisque les architectes qui l'ont conçu, François Schilling et Henri Sten, ont travaillé avec Brodsky. On voit là les étages en retrait. Mais là encore, vous, Jacinthe, vous vous interrogez sur est-ce vraiment un bâtiment brutaliste? Là, on est vraiment dans la même veine que le CBR, finalement. Voilà, il faut savoir que le brutalisme, ça fait partie du modernisme. Donc finalement, voilà, on peut l'intégrer dans ce grand courant du modernisme. Mais en effet, je vois une perception plus radicale, en fait, de la matérialité dans le brutalisme que dans ce type de bâtiment. Ouais, alors vous avez fait une sélection, là on a vu que des bâtiments de Bruxelles, mais vous avez des bâtiments en Flandre aussi, dans votre livre, en Wallonie également. Et Jacinthe me le disait en préparant l'émission, il y a par exemple beaucoup d'églises qui sont brutalistes. Oui, tout à fait. Donc le livre, c'est Brutalisme en Belgique. Donc il était important pour nous de pouvoir représenter toute la variété qu'offre le brutalisme en Belgique, donc en Flandre, Wallonie, Bruxelles. Et effectivement, beaucoup de bâtiments qui sont associés à la religion. Et il est vrai que le béton sert aussi dans cette ambiance de spiritualité. Je pense notamment au monastère de l'Alliance, dessiné par Roger Bastin. Le béton, dans les espaces de chapelle, fonctionne extrêmement bien. Oui, comment on explique qu'il y ait autant d'églises brutalistes, Jacinthe? Alors, il y a en fait la réforme de Vatican II, d'après Vatican II, donc on est dans la fin des années 50, qui va vouloir apporter la modernité en fait dans l'Église. Et l'Église va changer aussi sa façon notamment de construire des églises pour essayer de rassembler le plus de fidèles et de s'ancrer en fait dans un courant moderne. Et c'est aussi marquer une forme d'humilité et d'ouverture. Et donc il y a beaucoup d'églises qui sont construites en béton, des églises brutalistes. Il y en a certaines qui sont dans le livre, mais on en trouve dans le monde entier, en fait, des églises brutalistes. Vraiment, la sélection a été compliquée, Pierrick? Non, c'était un plaisir de pouvoir découvrir des bâtiments parce que je ne les connaissais pas tous à la base. Donc la sélection s'est faite aussi de manière collégiale avec l'équipe de rédaction. Et à chaque découverte, c'était un élément de surprise très positif de pouvoir découvrir de nouvelles richesses belges. Ouais. Et donc la sélection, ça a été un vrai plaisir de pouvoir la faire, notamment avec des recherches sur des livres, mais aussi de manière purement fortuite, voilà, simplement des balades qui amènent à des découvertes qui sont toujours un réel plaisir. Oui, alors dernière question, un peu provoque, là, ceux qui viennent de voir tous ces bâtiments qui disent c'est pas beau, vous avez envie de leur dire quoi? Certains sont pas beaux, vous avez envie de leur dire quoi? Alors moi je compare toujours le bâtiment brutaliste à un album de musique qu'on écoute et qui nous déplaît
la première fois. Et puis plus on y revient, plus on découvre des éléments qui sont à notre goût, on commence à les comprendre, des atmosphères, des mélodies. Et puis au final, ça devient un de nos albums préférés. Ouais, même question pour vous, Jacinthe. En effet, je crois qu'il faut se faire le regard en fait, sur les nouveautés et en apprenant, en étudiant ce patrimoine, eh bien, on se rend compte qu'il est aussi beau que le patrimoine d'avant. Allez, on va montrer ce livre, je vais vous demander de le montrer. C'est donc Brutalist in Belgium, 1950-1980, et c'est publié chez Prisme Édition. C'est donc une belle découverte. Si vous n'êtes pas convaincu, peut-être le serez-vous à la lecture de ce livre. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. C'est terminé pour ce soir. Plus d'actu, je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.